Bonjour à tous, bienvenue dans notre podcast Les 4 saisons du vin. Les 4 saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte le monde du vin à Bordeaux et qui essaye d'en décrypter les enjeux. Épisode 3. Bonjour, je suis Mathieu Hervé et je suis en compagnie de César Compadre, responsable de la rubrique Vin à Sud-Ouest. César, toujours fidèle au poste. Toujours. Bonjour Mathieu. Alors aujourd'hui César, nous allons revenir sur cette semaine écoulée où il s'est passé beaucoup de choses. Vinexpo d'abord, une annonce à Château d'Yquem, mais avant cela nous allons revenir sur le décès d'André Lurton, que tu as bien connu. C'est une grande figure qui disparaît. Effectivement, c'est une grande figure du vignoble bordelais qui disparaît. André Lurton était un véritable bâtisseur. Il y a 3 ou 4 personnalités de ce type qui ont vraiment marqué l'histoire du vignoble. Il est parti de peu, il a construit un véritable empire. Plus de 600 hectares, des propriétés que les amateurs connaissent, comme la Louvière par exemple, un très joli vin de Pessac-Léognan. André Lurton est resté aux affaires pratiquement jusqu'au dernier moment. Il était viscéralement attaché à la vigne, à son château Bonnet où il m'avait toujours dit, et il était fier de le dire, qu'il dormait dans la même chambre qu'il avait vu naître. Et donc c'est là qu'il est décédé. Ses obsèques ont lieu lundi et je pense que toute la viticulture bordelaise sera là. Il a beaucoup travaillé pour le développement économique de la région, du vignoble. Merci pour ce témoignage, César. Alors après avoir évoqué la mémoire d'un disparu, la transition n'est jamais ni habile ni facile. On va toutefois essayer maintenant. On va parler de l'événement qui vient de s'achever cette semaine, c'est Vinexpo. Alors Vinexpo, je le rappelle, c'est le salon international des vins et spiritueux. C'est réservé aux professionnels, ce n'est pas ouvert au grand public. C'est un salon qui se décline dans le monde entier, Shanghai, New York, Tokyo, Paris et à Bordeaux, où il avait lieu tous les 2 ans. Mais là, une mutation est en cours. Je te laisse nous expliquer ça. Une mutation est en cours parce que Vinexpo, quelque part, avait enclenché la machine à perdre. Et cette année, c'est l'année du changement global de politique de Vinexpo. 2 chiffres seulement pour l'illustrer. Vinexpo, cette année, c'est 30% d'exposants en moins. Et c'est 30% de visiteurs en moins. Donc c'est vraiment l'année où il fallait faire quelque chose et des décisions fortes ont été prises avec un nouveau directeur qui a le langage de la vérité. Et quelle est cette nouvelle direction ? Il y a 2 choses, il y a 2 pans. Vinexpo qui est une véritable institution à Bordeaux, c'est quelque chose de très important, une marque forte, connue dans le monde entier, et cette marque devait résolument se réformer. La réforme a 2 pans. Le premier, c'est que Vinexpo devrait passer à Bordeaux à un rythme annuel dans l'aspiration, si j'ose dire, de la semaine des primeurs. La semaine des primeurs qui est un autre gros événement qui a lieu à Bordeaux et qui donc se tient tous les ans en avril. Et Vinexpo, à ce jour, pourrait s'allier, entre guillemets, avec la semaine des primeurs pour passer à un rythme annuel. De fait, si ce Vinexpo a lieu en avril, il est peu probable que des acheteurs et des exposants non bordelais puissent venir à une semaine qui pourrait être identifiée comme la semaine des vins de Bordeaux. Et alors l'autre axe de développement pour Vinexpo, ce serait effectivement d'aller à Paris. Exactement. Il y a déjà un salon qui existe à Paris qui s'appelle Wine Paris, qui est la fusion entre 2 événements. Un événement qui avait lieu depuis de nombreuses années avec un certain succès à Montpellier, qui s'appelait Vinisud, et un salon plus septentrional. Et ces 2 salons ont fusionné et donc ont lieu maintenant au mois de février à Paris. La dernière édition a eu du succès et Vinexpo vient d'annoncer que Wine Paris et donc Vinexpo feraient chemin commun au mois de février prochain. Mais tout ça, ce sont des annonces nécessaire, mais le plus dur reste à faire puisque le salon parisien
entre guillemets, n'a pas attendu Vinexpo pour bien travailler. Donc, Vinexpo viendra peut-être en situation de demandeur par rapport à ce salon. Mais c'est l'occasion, en complémentarité avec Bordeaux, de garder un ADN très international pour Vinexpo. Parce que Vinexpo a fait sa réputation sur le fait que des exposants et des visiteurs du monde entier venaient à Bordeaux. Donc, Vinexpo ne sera plus le même, il se réforme, un temps est passé, il y a une nouvelle politique qui est mise en place maintenant, très courageuse, avec un nouveau directeur qui prend des décisions fortes, avec évidemment l'appui de la CCI, puisque la CCI est le propriétaire de Vinexpo. Donc je pense qu'il y a un bel avenir, mais il y a aussi beaucoup de travail. Très bien. Alors, tu y faisais référence à la semaine des primeurs. Ça va être l'occasion d'en discuter un petit peu. La dernière fois qu'on s'est vu, tu disais la technique de l'achat en primeur est morte. Alors, peut-être que effectivement, ce rapprochement avec Vinexpo va quand même redynamiser une semaine qui était dynamique, en tout cas en termes d'événementiel, de communication et d'image. Est-ce que tu peux nous parler un peu des achats en primeur et de l'état du marché, puisque là, il y a des grandes lignes qui commencent quand même à se dessiner. Oui, on en est à peu près à la moitié de la campagne primeur. Donc, je rappelle que c'est le millésime 2018 qui est acheté par anticipation par des professionnels, par du grand public, par des amateurs. Et donc, ils payent en avance un produit qui ne sera livré que dans 2 ans. Donc, c'est un pari. Et les années avancent et la quantité de vin vendu en primeur baisse. Et d'après les témoignages et les conversations que j'ai pu avoir cette semaine avec de grands metteurs en marché de vins primeurs, cette campagne de 2018 est très molle. Et c'est une surprise, une mauvaise surprise, parce que le millésime 2018 est de très belle qualité, voire de très grande qualité dans nombre de propriétés. Et le mouvement qui habituellement est enclenché en s'appuyant sur la qualité d'un millésime semble plutôt enrayé. Donc ce millésime qui aurait pu rebooster un petit peu l'idée, l'envie des primeurs, ne le fait pas. Donc morte, c'est peut-être un peu exagéré, mais en voie quand même d'instinction, de difficulté. Et peut-être qu'à l'instar de ce qui se passe pour Vinexpo, le système des primeurs doit mener sa révolution. Je rappelle qu'il y a 30 ou 40 ans, cette technique existait très peu, elle s'est développée, elle commence peut-être à s'essouffler. D'autant que, c'est un dernier point, le millésime 2016 qui est aujourd'hui disponible, il est souvent au même tarif, voire plus intéressant que le 2018. Un acheteur qui se poserait la question « Pourquoi je vais avancer de l'argent pour acheter un millésime qui me sera livré dans 2 ans alors que le 2016 est disponible, il est de très belle qualité et je peux l'acheter maintenant au moment où il est disponible ?» Voilà, le sujet est assez complexe et beaucoup d'opérateurs se posent des questions. Alors, les primeurs, tout comme Vinexpo, en tout cas, c'est toujours l'occasion d'un certain nombre de rencontres, d'événements, de soirées, de dîners, qui sont à la fois des opérations de communication et des façons de soigner son réseau, d'échanger des informations. Il y a toutes sortes de soirées, toutes sortes de dîners. On va juste en mentionner 2 qui vont nous intéresser. Le premier qui s'est achevé hier soir, c'était la fête de la fleur au château Linge-Moussas. Et puis celui dont on va parler plus précisément, c'est le dîner qui a eu lieu lundi soir à Château d'Yquem, puisque lors de cette soirée, Bernard Arnault, donc le propriétaire de Château d'Yquem, LVMH, l'homme le plus fortuné de France, a fait une annonce qui n'a rien d'anodine dans l'univers des grands crus. Alors je vais citer parce que ça permettra d'avoir des bases de discussion. Bernard Arnault a dit « Nous avons des pratiques de culture exemplaires. Ces dernières années, Yquem a franchi des étapes décisives pour parvenir à une viticulture aujourd'hui intégralement biologique et bientôt biodynamique. » C'est une annonce qui a un peu pris tout le monde de court.
Quelle analyse tu en fais ? D'abord, sur un premier point, vous avez raison, il y a beaucoup de soirées, de déjeuners, de réunions dans les châteaux. Vinexpo, qui est donc un rendez-vous mondial, donne l'occasion à des centaines de propriétés de faire venir des clients, des acheteurs, souvent dans des cadres très agréables. Et on fait presque autant d'affaires à l'extérieur que dans Vinexpo, puisque dans le monde du vin, le relationnel est très important. Pour revenir à cette soirée d'IKEM, effectivement, Bernard Arnault était là. Je rappelle que l'homme se déplace très peu dans le vignoble, donc c'était un événement. Et effectivement, il a annoncé ce passage prochain du château d'IKEM vers le bio et vers la biodynamie. C'est vrai que c'est un mouvement de fond. De plus en plus de propriétés se convertissent au bio. Je rappelle que le bio, c'est environ une propriété sur 10 à ce jour en Bordelais. Et c'est une annonce importante au plan symbolique, au plan politique. Mais c'est vrai que les acteurs de terrain, les techniciens, qui eux sont dans les vignes tous les jours de l'année, se montrent quand même prudents, y compris à IKEM, parce que le passage en bio implique d'une manière générale une prise de risque supplémentaire par rapport à la culture de la vigne. Et je rappelle qu'il n'y a qu'une récolte par an, qu'il n'y a pas de plan B quand on est viticulteur, et que si on rate sa récolte ou on n'a pas de récolte, on a beaucoup de difficultés. Donc le bio, c'est une vraie ambition pour le château d'IKEM. C'est également une vraie ambition pour Cheval Blanc, un des plus grands vins de Saint-Émilion qui appartient également à Bernard Arnault. Je pense que c'est un signe politique fort pour toute la filière. Et ensuite, comme souvent sur ces questions-là, il y aura la réalité du terrain. C'est un challenge d'envergure pour les deux propriétés, sachant qu'en la matière, les grands noms du Bordelais se montrent souvent leaders et sont un exemple pour le reste de la viticulture. Merci pour cet éclairage. Alors pour conclure, après une semaine de rencontres, d'interviews, de présentations, quelles grandes tendances ou quels faits ont attiré ton attention, César ? Il y a 2 ou 3 tendances qu'on avait déjà soulignées, identifiées dans nos colonnes. Le vin rouge perd quelques positions par rapport au rosé, qui est un vin tendance, on l'a vu sur le salon. Les bulles, d'une manière générale, marchent bien. Le moment de l'apéritif se développe. L'idée de faire la fête avec les bulles n'a jamais été aussi ancrée dans l'esprit des consommateurs. La tendance un peu nouvelle que j'ai notée, elle se situe plutôt dans le monde des alcools et des spiritueux. À l'instar des bières de spécialité qui se développent beaucoup ces dernières années, je vois dans cet univers des alcools et des spiritueux une tendance aux spiritueux, c'est le cas de dire de spécialité, comme dans le vin. On en déguste moins, mais on en déguste de meilleure qualité. Et j'ai vu des whiskies, j'ai vu également des armagnacs, j'ai vu des pastis qui se positionnent sur des créneaux moyens et haut de gamme pour les amateurs qui ont vraiment envie de se faire plaisir et qui surtout ont envie de boire un produit que ne boivent pas les autres, des produits de niche qui font plaisir. Voilà, il y a toute une tendance dans le monde du vin, dans le monde des bières ou dans le monde des spiritueux vers ce côté un petit peu je me fais plaisir avec un produit unique que peu de consommateurs ont chez eux. Merci César pour ces remarques. Voilà, l'épisode 3 des 4 saisons du vin, c'est terminé. On se retrouve bientôt pour parler de l'actualité du vin de Bordeaux et dans le monde. Merci César. Merci. Merci aussi à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter nos podcasts. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, avis ou suggestions pour nos prochains numéros à podcast@sudouest.fr, podcast singulier. Retrouvez tous nos épisodes sur sudouest.fr et pour ne pas rater les prochains, abonnez-vous à Sud-Ouest sur Deezer, Spotify, iTunes ou Google Podcast.
À bientôt. À bientôt.